Coucou, me voilà pour ma nouvelle vidéo. Mes vidéos qui sont très instructives, parce que après vous avoir parlé évidemment du Fort Boyard, de la carte au trésor, après avoir fait un magnifique voyage dans l'Allier, après vous avoir parlé du festival de théâtre de rue d'Aurillac, après vous avoir parlé du Tour de France évidemment avec le petit contrôle-à-montre de ce Tour de France à Rocamadour. Et qu'en ce moment même, bien sûr, il y a donc le Grand Tour d'Espagne qui se déroule évidemment pour cette fin du mois d'août et ce début septembre. J'ai donc décidé, avec mon fameux petit guide, mon petit guide pratique, la politique française pour les nuls. Regardez, je me suis mise bien sûr à la couleur du bouquin, voilà, la couleur jaune de ce magnifique bouquin, la politique pour les nuls. Française, attention, avec bien sûr toutes ces fameuses notions, évidemment, que j'ai déjà commencé par vous parler bien sûr du président. Je vous ai parlé du président, du Premier ministre, je vous ai parlé évidemment des élections, de plein de trucs au niveau national. Là, cette fois-ci, je vais aller au cœur des régions. On va aller plus local. On va aller vers des choses plus locales, évidemment, la région, le département et la commune. Commune, département, région. Voilà, c'est dans cet ordre-là, évidemment, qu'on va commencer d'abord par la commune et ensuite on va élargir jusqu'à la région. Parce que bien sûr, après vous allez parler évidemment de la politique nationale en France, on va parler de la politique locale en France. En vous parlant, évidemment, en commençant tout d'abord par la commune. La commune qui est donc la cellule de base de la démocratie, c'est la base. Ah oui, ah oui. Nous, les Français, où est-ce qu'on vit? On vit dans des communes. Des communes qui font partie des départements, d'un département qui fait partie d'une région, et la région qui fait partie d'un pays. Voilà, on a parlé donc du pays, maintenant on va parler évidemment de la commune. Voilà. On repart de la commune, parce qu'en fait, la France, elle se compose d'un très grand nombre de communes. Il comporte... La France compte 36 000 communes. 36 000. Donc, il y a en gros des dizaines, des milliers de maires, évidemment, de chaque commune, de chaque ville. Il y a des villes, les villes qui composent une... Donc 36 000 maires. Enfin, je vais vous expliquer. La France compte 36 000 communes. Quelques 33 000 d'entre elles ils ont moins de 2000 habitants. Donc là, ce sont les petites communes. Hein, les 33 000 petites communes de moins de 2000 habitants. Ça fait quand même pas mal, hein, 2000 habitants. Hein. Les municipalités héritières des paroisses de l'Ancien Régime sont peut-être trop nombreuses pour une gestion quotidienne réellement efficace, mais l'attachement des citoyens à leur commune interdit les regroupements forcés. L'intercommunalité pallie les dangers de cette anomalie française. Bon, là c'est un peu la phrase que je viens de lire. Bon, voilà. Mais en fait, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'il a fallu attendre 1975 pour que les Parisiens disposent du pouvoir d'élire leur maire jusque-là. Et oui, c'est que depuis 1975 que les Parisiens donc, ont le droit d'élire leur maire. Jusqu'à là, l'élection du maire de Paris était sous forme de conseil municipal, dirigé par un président honorifique, mais dépourvu des pouvoirs des autres maires de France. Paris est aujourd'hui une commune presque comme les autres, et son maire, donc, élu au suffrage universel comme tous les autres maires. Voilà. Si le maire de Paris est désormais un maire de plein exercice, il ne dispose pas de tous les pouvoirs de ses collègues des autres villes de France. Il n'exerce pas de pouvoir de police qui demeure à la charge du préfet de police de la capitale. Eh oui. Quand même, Paris, c'est la grosse capitale de France. Donc, il faut bien qu'il y ait des trucs un peu spéciaux. Par exemple, pour la police, ils ont droit à un préfet de police. Le préfet de police de Paris.
Dans les autres villes, il n'y en a pas. La police municipale, c'est, pour les autres villes, c'est le maire qui s'en occupe. Voilà. Et comme Paris, c'est très grand, il y a beaucoup de monde dans Paris, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige la police de Paris. Et donc, un préfet de police de Paris. C'est la logique. Bon, malgré cette restriction de ses pouvoirs, le maire de Paris n'en est pas moins un des hommes les plus puissants de France. Il dirige le maire de Paris, c'est quand même une administration de 40 000 fonctionnaires. 40 000 fonctionnaires. Je crois qu'à Paris, il y a quand même 7 millions d'habitants dans Paris. Après, bien sûr, tu as les deux autres grandes villes, mais qui ont un petit peu moins d'habitants que Paris. Voilà. Lyon, Marseille, par exemple. Mais Paris, avec ses 40 000 fonctionnaires, il exerce un rôle d'autant plus prestigieux que tous les chefs d'État ou de gouvernement en visite officielle en France. Et ils font bien sûr, logiquement, le détour par Paris, bien sûr, pour toutes les célébrités. L'hôtel de ville de la capitale, pour tenir avec le maire des entretiens parfois protocolaires, mais le plus souvent très politiques. Alors en fait, ce qui est à retenir concernant la commune, la cellule de base de la démocratie, c'est que chaque commune élit son conseil municipal, ce conseil élit à son tour le maire, celui-ci est désigné par les électeurs, puisque dans la plupart des cas, le maire est celui qui a conduit la liste majoritaire, aussi bien dans les petites communes où tout le monde se connaît, que dans les grandes villes, puisque le maire est pratiquement toujours celui qui a mené la liste victorieuse. Et maintenant, le pouvoir du maire. Le pouvoir du maire, c'est un pouvoir exécutif communal. Il est assisté par un conseil municipal. Le nombre des conseillers varie selon l'importance de la commune. Il est fixé à 9 conseillers pour les plus petites communes. 9 conseillers plus le maire, ça fait 10. Pour les plus petites. Et ça peut aller jusqu'à 163 conseillers municipaux. 163. C'est où? À Paris. Voilà, les 163 conseillers municipaux de Paris. 163. Évidemment, tu as la mairie de Paris, mais ensuite la mairie de Paris, la ville de Paris est divisée en arrondissements. Et dans chaque arrondissement, il y a un maire. Et dans chaque arrondissement, il y a un maire et des conseillers municipaux. Et ces conseillers municipaux ne se réunissent, je crois, au moins une fois par semaine. Voilà. Parce que c'est une grande ville, il y a plein de petits arrondissements, plein de petits quartiers. Quand même, Paris, Aurillac. Grosse différence. Donc voilà, 163 à Paris. Bon, on vous précise qu'il y en a quand même 101 à Marseille. 101 conseillers municipaux à Marseille. 73 conseillers municipaux à Lyon. Et dans les autres municipalités, ça peut bien sûr varier de 9 à 69. De 9 à 69. Donc, Paris 163, Marseille 101, 73 à Lyon. Pour les communes de plus de 3500 habitants, ça, bien sûr, pour les toutes petites communes, une loi de 19 novembre 1982 a modifié le mode de scrutin traditionnel. Elle réserve à la liste majoritaire au premier tour ou à celle qui est arrivée en tête au second tour la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant franchi le seuil des 5% des votants. Ces dispositions permettent la formation de majorités municipales claires, tout en préservant la représentation de l'opposition. C'est logique. Pour qu'une ville vive bien, il faut qu'il y ait bien sûr des opposants. Des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Une petite info. Est-ce que je vous lis la petite info? Non, je ne suis pas obligé de la lire. Donc on passe donc
au domaine d'intervention des maires est d'autant plus important qu'il touche à la vie quotidienne de leurs administrés. Le maire, lui, il a quand même les domaines du transport. Les transports, évidemment, tout genre de transport. Les écoles maternelles, bien sûr, la scolarité des petits Français, et les écoles maternelles et primaires. Voilà. Ça va de la première section de maternelle jusqu'au CM2. Voilà. Il s'occupe également du bon fonctionnement des musées. Lui, il y a les musées. Donc les musées sont gérés par la ville. Ou, depuis 1982, de l'urbanisme. Ça veut dire les routes, les trottoirs, les bancs, les poubelles, les déchets canins, les crottes de chiens. C'est le maire. Les parcs, c'est le maire. Le square, c'est le maire. En fait, le transfert au maire du pouvoir de délivrer les permis de construire a considérablement renforcé le rôle des magistrats municipaux. Une loi du 6 février 1992 a encore accru le poids des maires, désormais mais habilités à procéder à des référendums consultatifs sur tout sujet qui touche à la vie de leur commune. Voilà. Le maire a le droit de faire comme ce que le président peut faire, évidemment, ce sont les référendums. Des votes locaux. Voilà. Ouais, au lieu de faire ça, organiser des scrutins, faire venir les urnes, ensuite faire imprimer des papiers avec oui ou non, l'un ou l'autre, je sais pas, c'est pas sûr. Ça c'est quand même assez rare. Voilà. Moi, depuis que je suis à Aurillac, on n'a pas fait de référendum municipaux. Mais enfin bref. Évidemment, bien sûr, il y a des maires qui sont, bien sûr, du côté politique, de droite ou de gauche, ou du centre, extrême droite, extrême gauche, évidemment, les fameuses étiquettes politiques des maires de Paris, des maires de France. Tous les maires de France ne pèsent pas du même poids politique. Les 33 000 élus des communes de moins de 2000 habitants sont, au demeurant, rarement engagés dans une formation politique. Les fameux maires sans étiquette. Voilà. Ou de partis pas très connus. Hein. Donc rarement engagés dans une formation politique, ceux que le ministère de l'Intérieur range dans des catégories floues comme sans étiquette, divers gauche ou divers droits sont de loin les plus nombreux. Les élections municipales interviennent tous les 6 ans, sauf en cas d'élection présidentielle. Pour être local, ce scrutin n'en refait pas moins une importance politique considérable. En tout cas, en ce qui concerne les agglomérations importantes, les chefs-lieux des départements-villes de plus de 30 000 habitants et a priori de plus de 100 000 habitants. Et il y a surtout, il y a quand même eu les fameuses élections municipales de 2001. Les élections municipales de 2001 ont été importantes à double titre. Elles ont été marquées par une progression significative du taux d'abstention, au moins dans les grandes villes. Et elles n'ont pas permis de dégager une tendance politique claire, soulignant les hésitations d'un électorat. De plus en plus difficilement dans le clivage gauche-droite. À l'issue de ce scrutin, le Parti socialiste enregistre quelques succès spectaculaires comme la victoire de Bertrand Delanoë à Paris, celle de Gérard Collomb à Lyon et celle de François Rebsamen à Dijon. Mais la droite reconquiert bon nombre de villes moyennes ou importantes comme Orléans, Tarbes ou Blois, et c'était, je rappelle, en 2001, il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, on ne va pas trop parler du rapport de force entre droite et gauche et droite plutôt. On va pas parler, on va pas faire de scandale. On va pas parler non plus de ce fameux question, la question du cumul des mandats, hein, ministre, maire, président. Ça, j'ai pas envie d'avoir de problème. Alors. Quelques célèbres maires, c'est ça. Voilà, juste une petite info, bien sûr, une petite info maire.
Hein, par exemple, voilà, par exemple, Jacques Chirac a été élu maire de Paris de 1977 à 1995. Je dis rien, je constate cette petite info. Voilà, donc les histoires de longévité. Et oui, c'est qu'en fait, on peut être maire aussi longtemps qu'on peut, aussi longtemps qu'on veut être maire. Les fameux records de longévité, c'est... Alors, les records de durée, par exemple, le célèbre maire de Lille, Pierre Mauroy, a été élu maire de 1973 à 2001. De 1973 à 2001. Vous vous rendez compte? Le même maire pendant... Voilà, bon, le plus connu, bien sûr, c'est Pierre Mauroy. Voilà. T'en as un autre André Labarrère à Pau, de 71 à 2006, de 1971 à 2006, ou encore Michel Crépeau à La Rochelle, de 71 à 99. Et en fait, bien sûr, pour Marseille, on a Gaston Defferre, qui a régné sur Marseille de 1953 jusqu'à ce qu'il meure. Voilà. En 86, de 1953 à 86, François Mitterrand a été le premier magistrat municipal de Château-Chinon de 1959 à son élection à la présidence de la République en 1981. Voilà. Je souffle. On souffle sur l'histoire de ces fameux conseils municipaux. Non, on passe directement maintenant au conseil départemental, plutôt. Voilà. Les élus municipaux, les élus départementaux. Voilà, mon deuxième chapitre de cette vidéo. Le deuxième chapitre de cette vidéo, ce sont donc, on passe maintenant au département. Regardez. Hop, j'enlève un plat la commune. Ça, c'est fait. Là, partie conseil effaçable. On passe à l'étage inférieur, l'étage départemental. Alors, le département, la France. Il y a 101 départements. 101 départements. Je vous rappelle qu'il y a quand même les 96 départements dans l'Hexagone et les 5 d'outre-mer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte. Qui ont la particularité d'être également des régions. Départements, régions. Une réforme, je fais une petite pause à chaque fois. Une réforme de 1964, j'articule bien, a créé 6 départements là où il n'y en avait que 2. La Seine, qui comprenait Paris et la Petite Couronne, et la Seine-et-Oise. La Seine et l'Oise. Seine et l'Oise. Seine et Oise. La région parisienne, dont la population excède désormais les 10 millions d'habitants, est ainsi répartie entre Paris, à la fois bien sûr la ville, et c'est devenu évidemment un département, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Donc la Seine-et-Marne, bien sûr, c'est ce dernier département qui existait déjà de manière autonome depuis 1964. Alors, les départements français, vous me dites qu'ils ont été créés en 1790 pour le pouvoir révolutionnaire de l'époque. Il s'agissait de créer... Non, il s'agissait alors de casser l'organisation territoriale de l'ancien régime en province gouvernée par l'aristocratie. Depuis lors, les départements ont survécu alors même que la création et la montée en puissance des régions auraient pu amener à supprimer cet échelon administratif et politique dont l'utilité n'était pas absolument évidente. Alors, est-ce que la suite est intéressante sur l'autre page? Je regarde. Ok, voilà. Non, parce que j'ai plusieurs sujets sur... Enfin, pas trop, finalement.
Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc j'ai passé ça, on va passer donc à savoir comment on désigne les élus départementaux, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, pardon, les conseillers généraux, devenus conseillers départementaux, un peu moins de 4000 pour l'ensemble des départements, sont élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à 2 tours. Évidemment, pour Paris, c'est très spécial. C'est très spécial, puisque les conseillers de Paris, qui sont non seulement conseillers municipaux de la capitale, mais également conseillers départementaux, sont désignés à l'occasion de l'élection municipale. Le mode de scrutin pour les élections départementales donne un avantage incontestable aux cantons ruraux sur les cantons urbains. Le découpage électoral accorde un point substantiel aux cantons ruraux. La gauche critique ainsi un système qui, d'après elle, profiterait à la droite, mieux implantée dans les zones rurales du pays. De fait, si la gauche a longtemps pensé que le scrutin cantonal l'empêchait de conquérir le pouvoir local, elle a emporté en 2008 une majorité de départements, 56 contre 45 à la droite. Succès éphémère, après les élections cantonales de 2016, la droite dirige 67 départements sur 101. Maintenant, on va parler du patron du département, le présidentalisme départemental. Et oui, parce que la suppression de la tutelle préfectorale exercée a priori jusqu'en 1982 a profondément bouleversé l'équilibre des pouvoirs dans le cadre départemental. Aujourd'hui, le président du conseil départemental, évidemment, comme c'est chez nous dans le Cantal également, il s'appelle Bruno Faure. Le président du conseil départemental est la personnalité la plus importante du département. Les hôtels départementaux, dont certains sont quasiment pharaoniques, comme dans la Manche, témoignent de ce transfert du pouvoir des préfets vers les présidents des conseillers départementaux. La petite info, c'est que les nouveaux patrons politiques des départements ont désormais à leur service des cabinets très étoffés, qui n'ont rien à envier aux cabinets ministériels, ni en nombre, ni en quantité. Signe des temps aujourd'hui, bon nombre d'énarques exercent leur talent aux côtés du président de conseil départemental. Le régime présidentiel français existe aujourd'hui non seulement au sommet de l'État, mais aussi dans les communes les plus importantes, dans les départements et même dans les régions. Voilà. Alors, ça, on passe donc. On passe maintenant aux conseillers régionaux. Oui, on passe à la région maintenant. On passe à la région, pardon. On passe à la région. Hop, département. Au revoir le département. Au revoir. Hop, on efface le département. Il ne reste plus que la région. Alors, la désignation des élus régionaux. Est-ce que j'ai du temps? J'ai encore un peu de temps. Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel depuis une loi de 1981, appliquée pour la première fois en 1986. La désignation par le peuple des élus régionaux et donc du président de chaque région a profondément changé la nature de l'institution. Les 22 présidents de région étaient devenus des acteurs essentiels de notre vie politique. La régionalisation reste toutefois d'accord. D'accord. C'est bien de savoir que la Bretagne, l'Alsace, la région Nord-Pas-de-Calais ont une identité. D'autres régions sont constituées de départements qui n'ont guère d'affinité. En Pays de la Loire, les habitants de la Mayenne n'ont aucun point commun avec ceux de la Vendée. La région Rhône-Alpes n'a pas davantage de cohérence.
mettons un focus là-dessus. Le mode du scrutin ne contribue guère à favoriser l'apparition d'une conscience régionale. Les conseils régionaux sont élus à l'échelon départemental. La logique aurait voulu qu'ils soient élus au scrutin régional, mais François Mitterrand, qui avait longtemps été président du conseil général de la Nièvre et donc très attaché au département, se méfiait de l'émergence d'un pouvoir régional susceptible de faire apparaître de nouveaux féodaux. Pardon. Rivaux du pouvoir central, il avait donc choisi ce mode de scrutin qui limite l'émergence d'une conscience régionale. Revenu au pouvoir, la gauche a décidé une réforme profonde de la carte régionale, réduisant le nombre de régions de 22 à 13. Un nouveau découpage, pour le moins baroque, parce que la région du Grand Est, les Hauts-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, sont autant de régions qui n'ont pas d'histoire commune. Ouh, ouh. Voilà. On va donc... J'ai pas encore fini tout le bouquin. Que je regarde s'il y a des trucs plus intéressants pour des trucs locaux. Ok. Ok, je recherche, je regarde. Ouais. Ok, attends que je regarde, c'est des trucs intéressants. Ouais, donc attends. Ok. Bon, voilà, c'était donc ce que je voulais vous parler, évidemment, département, région, commune, de ce qu'il raconte dans ce bouquin sur ces trois petits sujets. Après, vous verrez bien, je mettrai de temps à autre des petites pastilles sympathiques sur la politique française pour les nuls. Voilà. J'ai fait donc les grosses parties importantes, à savoir évidemment sur les élections présidentielles, législatives, les sénateurs, les députés, le président, le maire de la commune, le président du département et la région. Maintenant, il ne reste plus qu'à parler des choses un peu plus précises. Peut-être que je vous parlerai évidemment des partis politiques, des grands moments politiques de la vie française, et peut-être parler un peu plus européen, peut-être. Voilà, si vous voulez que je vous dise un peu plus sur la politique française, demandez-le moi en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Évidemment, je vais bien sûr effacer la dernière ligne régionale. Voilà, hop. Je la conclue ici, en faisant des petits cercles. Voilà, j'efface. C'était pratique. Voilà. Évidemment, je mets ça en ligne pour cette fin de mois d'août. Je vais donc vous souhaiter évidemment une bonne rentrée des classes pour les enfants, pour les parents bien sûr, un bon petit retour à la vie normale, à la vie qu'on vit tous les jours, le travail, les enfants. Voilà, on va reprendre un rythme normal après avoir passé 2 mois au soleil, sous une chaleur, sous la canicule. Et bien maintenant, il faut revenir aux choses simples. Manger, boulot, dodo, évidemment, seul ou accompagné, avec des enfants ou pas d'enfants. Tout ça, après on verra ce qu'on vivra. Voilà. La vie qu'on va mener pendant les semaines qui viennent, les catastrophes naturelles qui vont arriver, les inondations, les grosses chutes de neige pour l'hiver. Après voilà, on reprend un rythme. On va retourner voir les matchs de foot tous les week-ends.
les matchs de rugby tous les week-ends. Après, qu'est-ce qu'on aura? Bah, allez aussi, retourner voir des bons films. Voilà. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vous me dites que il y a peut-être ça qui vous manque. La petite cloche. Eh ben, on verra. Pour la rentrée, si je la ressors ou pas. Mais je vais quand même garder évidemment mon magnifique petit panneau blanc. Mon gros panneau blanc évidemment me sera très utile. Il faut juste que je remette des nouvelles feuilles de papier à mon tableau. Voilà. Donc des idées, donc je vais quand même, je continuerai à parler politique un peu. Voilà. Je vais peut-être faire au moins une fois par mois des petites infos politiques, des petits rappels politiques évidemment. Voilà, en attendant les prochaines élections. Voilà, nos prochains moments d'électeurs, des moments très citoyennes. Voilà. Évidemment, j'espère que ces petites vidéos estivales vous ont bien plu. Les vidéos que j'ai mis au mois de juin sur les voitures écologiques, économiques, avec le bioéthanol et les voitures électriques. Les vidéos sur, bien sûr, sur la politique, les vidéos que j'ai fait sur Fort Boyard, les vidéos que j'ai fait autour du Tour de France, autour du théâtre de rue, autour de mon voyage dans l'Allier, et autour du théâtre de rue, je vais peut-être répéter 2 fois, évidemment. Donc, les prochains grands événements, pour moi, c'est bien sûr le boulot, le théâtre, les activités annexes, mes sorties au cinéma. Au moins peut-être essayer de faire une petite balade que j'ai longtemps reportée parce que je n'ai pas trop le temps. Avec tout ce qui se passe à la télé, le sport évidemment, et tout plein de rendez-vous. Donc voilà, peut-être aller faire un tour au Paxer. Voilà, je vous ai promis que je vais y aller, mais je vais bientôt y aller, je vais y aller quand je le pourrai. Voilà, au Paxer. Voilà, c'est que l'année dernière, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai fait Vic-sur-Serre, voilà, Vic-sur-Serre, avec donc cette ville qui appartient à la famille monégasque du Rocher de Monaco. Voilà, je t'ai fait quelques petites balades sur quelques petits chemins. Là, j'ai prévu, donc j'ai pour objectif de faire bientôt le Pas de Serre, le petit chemin du Pas de Serre. J'ai déjà fait les gorges de la Jordanne. J'ai grimpé au Puy-Marie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du karting, j'ai fait du bowling, j'ai déjà fait le lac de Saint-Thalès, j'ai fait le lac du Rouget, j'ai fait pas mal de trucs en fait depuis que je suis ici. Voilà, je connais quasiment toute la ville d'Aurillac par cœur. Et voilà. Maintenant que on est revenu à un rythme, qu'on va reprendre un rythme normal, malgré ce qu'il y a encore toujours le Covid, donc attention, faites gaffe, il y a toujours le Covid, donc protégez-vous, hein, gel hydroalcoolique, masque dans les transports en commun, c'est le nécessaire. Voilà, si vous êtes plusieurs dans un lieu étroit, faites gaffe au Covid, attention au Covid. Et surtout, je regarde autour de moi si j'ai rien à rajouter. Pour le moment, je n'ai rien à rajouter. Voilà, donc Tour de France, c'est fait. Fort Boyard, c'est fait. Théâtre de rue, c'est fait. Le voyage, c'est fait. La semaine chez mes parents, c'est fait. Le Tour de France féminin, c'est fait. Le masculin, c'est fait. Maintenant, je vais donc regarder, bien sûr, les 2 dernières semaines du Tour d'Espagne, bien sûr, sur Eurosport. Il y a le tennis aussi, l'US Open.
le foot, le rugby, le Clermont Foot et le rugby bien sûr avec l'ASM Clermont-Auvergne en top 14 et le Stade Aurillacois en Pro D2. Qu'est-ce que je voudrais vous dire, mais sur toutes les séries que je regarde sur Netflix, Prime Video ou sur Salto, et sur Salto bien sûr pour ceux qui ont raté évidemment les 9 épisodes de l'aventure Fort Boyard, évidemment vous pouvez retrouver tous les épisodes en replay sur le système Salto, bien sûr en cherchant le petit onglet Fort Boyard. Vous pouvez bien sûr retrouver également sur Salto évidemment la série futuriste, la série moderne des sorcières Halliwell, avec bien sûr la série Charmed, avec les saisons 3, 2 épisodes chaque vendredi. Voilà, et pour les enfants évidemment vous avez Disney+, Disney+, avec donc les super-héros Marvel, avec bien sûr la version féminine de Hulk, Miss Hulk. Voilà. Et ce que je regarde évidemment également sur Netflix évidemment, mais pas Netflix avec plein de super-héros encore. Il y a toujours la possibilité de regarder bien sûr Supergirl, Flash, avec la saison 6 qui sera bientôt disponible sur Netflix bientôt. Voilà, Netflix et sur Prime Video, bien sûr, toutes les séries un peu de science-fiction sur Prime Video, évidemment, avec The Outpost. Plein de vidéos policières, de séries policières, évidemment. Voilà, au cinéma, donc pour la fin de l'année, bien sûr, ça sera évidemment les nouvelles aventures d'Avatar. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment tout dit, tout ce que je voulais dire? Pour le moment, j'ai quasiment tout dit, donc j'espère que tout ce que j'ai mis cet été vous a plu, évidemment, vachement long pour certaines, vachement courte pour d'autres, évidemment. Donc, évidemment, je reprends un rythme à peu près normal, je vais essayer d'en mettre un maximum de vidéos par mois. Et évidemment, vous avez remarqué que je les mets en ligne à des jours pairs, des jours impairs, je ne les mets pas en ligne, et je les mets un peu à n'importe quelle heure. Donc, ça veut dire qu'il faut être ding ding ding, il faut mettre la petite cloche. Comme moi avec la mienne, la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui seront mises en ligne évidemment quand je le pourrai, quand je le voudrais. C'est moi qui décide, c'est moi qui fixe les dates, donc à des jours pairs. Voilà, les 10, 12, 15, 16, 18, 24, 22, 20. Vous voyez, quand même les chiffres pairs, c'est plus pratique à mémoriser. Attention, faites gaffe, si jamais vous tombez le 20, le 20, il peut y avoir une vidéo de moi. Le 22, il peut y avoir encore une autre vidéo de moi. Ou des fois pas. Donc il faut être... Voilà. Mais pour ne pas rater les jours où je mets les vidéos en ligne, mettez la petite cloche. Voilà. Notification sur votre, bien sûr, ordinateur portable, etc. Pour les vidéos que je mettrai en ligne, évidemment. Voilà, de toute façon, évidemment, je peux toujours vous retrouver sur mon réseau social préféré. Même si je suis, bien sûr, même si j'ai des comptes sur les autres réseaux sociaux, sur les 2 autres réseaux sociaux très connus aussi, mais qui sont moins intéressants que le principal, que j'utilise souvent. Voilà, j'arrête de parler, je vais aller me coucher, même si on est samedi, mais je vais peut-être voir un peu autre chose. Voilà, je m'arrête là, parce que ça fait une bonne quarantaine de minutes que je vous parle, je vous laisse tranquille, et je vous souhaite évidemment une bonne rentrée, un bon retour à la vie normale. Voilà, il faut juste que je fasse des petites réparations au niveau des chaises. Allez, pas grave. Et je vous dis donc, bye bye, à plus tard. Salut!